Bonjour Gad Elmaleh. Bonjour. Bienvenue en aparté. Merci. Vous allez bien? Ça va très bien. En arrivant ici, je me suis dit, s'il y a une personne en France qui a la légitimité du télétravail, c'est vous. Ah, j'étais sûre que ça allait attaquer ça. Non, mais ça n'attaque pas, c'est une vraie observation. Vous êtes chez vous, là? Oui, c'est très pratico-pratique d'ailleurs. Je suis chez moi, je suis en pyjama. Je m'habille pas, hein, en général. Je peux même faire l'émission depuis mon lit, vous voyez. Bon, voilà, je sens que le ton est donné. Alors, les invités d'un aparté, quand ils rentrent, en général, ils font waouh. Alors que moi, je suis déjà venu. Je peux pas faire waouh. Vous pouvez pas faire waouh. Mais je suis content d'être là. Ouais. Et c'est quand même un décor dans lequel je pourrais pas vivre. Ah, alors attendez. Ça tombe très bien parce que je vous avais pas posé encore cette question et je me disais. Quelqu'un comme vous, qui aime la retraite, qui aime être dans une forme d'ascétisme, enfermé ici une semaine, vous emmenez qui? Sans réfléchir. Roman Frécinet. Ok, Roman Frécinet, vous avez coécrit lui-même votre nouveau spectacle ensemble. Ça, c'est... okay. André Comte-Sponville. Ah, on est dans la philosophie. Et j'ai envie de dire une grosse connerie. Et je sais pas, j'ai envie de dire une connerie. Et donc pas vos enfants, ni votre petite fille? Non, pas du tout. Ah oui, d'accord. Pas du tout. Je les aime d'amour, mais il y a des moments pour eux. Et je crois que si je suis... Alors, enfermé, je ne serais pas enfermé ici. Si, c'est le principe. Côté... C'est le défi, pardon. Ah, c'est une émission. Vous croyez vraiment que vous allez renouveler le genre en enfermant des gens dans un endroit? Non, on pose toutes les questions. Après, dans la pratique, on verra. Bon, alors... Il faut qu'ils s'embrouillent, d'ailleurs. Si c'est une vraie télé-réalité, il faut qu'ils s'embrouillent sur des valeurs. Regardez ce que je vous ai proposé au comptoir. Des petites choses... Wow. Qui vont évoquer normalement un souvenir. Ou des... alors, déjà, je vois que... Oui, alors... Déjà, vous voyez ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Il y a des chocolats. Ouais. Déjà, bon point. Des chocolats. Mais pourquoi des chocolats, là, comme ça, sur le... Alors, vous... Des chocolats suisses de surcroît. De surcroît. Alors, ils sont offerts par la maison et vous pouvez les consommer tous un par un. À ma guise. À votre guise, absolument. Est-ce que là, ça vous parle davantage ou pas? Ah oui, ça me parle. Ah oui, il y a des indices. Oh là là. Ah oui, il y a deux. Oh là là. Merci. Je vais vous dire, j'ai envie d'être très honnête aujourd'hui. Ah bah, ça me ravit. Non, j'ai envie d'être très... C'est terrible de dire ça. C'est comme un mec qui rencontrerait quelqu'un, une femme qui disait « J'ai vraiment envie d'être fidèle cette fois-ci ». Les amis, Nathalie, quand j'ai vu la boîte de chocolat, j'avoue très sincèrement que je me suis dit « Ah, elle sait que j'aime le chocolat, elle a mis du chocolat, on va pas aller très loin, c'est marrant, c'est mignon ». Mais après, et c'est là que j'avais oublié votre grande profondeur d'âme et d'esprit, et ça évoque tout de suite un souvenir d'enfance qui n'est pas le souvenir le plus joyeux, mais pas triste non plus, mais qui prouve que des petits détails de notre enfance sont réellement décisifs pour toute notre vie. Et mon père était revenu de Suisse, et les voyages, c'était rare dans les années 70. Donc, quand quelqu'un partait en voyage, il sentait l'avion. Même il y avait ce parfum de l'avion, il ramenait des petites serviettes, c'était un gros événement. Et il avait ramené une petite boîte de chocolat, c'était des petits cubes. J'avais jamais vu des chocolats en cubes, il m'avait offert cette boîte de chocolat. Et mon père avait une fâcheuse manie, habitude, dès qu'il nous offrait quelque chose, de dire « je te les garde ». Je te le garde et je te le donnerai au moment voulu. Mais c'est quoi le moment voulu? À quel moment tu profites d'un cadeau qu'on te fait? J'ai jamais compris ce truc-là. Il les garde. Et moi, je rêvais à cette boîte de chocolat. Je rêvais à ce moment où j'allais déguster avec mes amis ou tout seul des cubes en chocolat. Et c'est mon papa qui me les a apportés. Je suis tout petit. Et un jour, je dis à mon père, après de nombreuses fois, je voudrais ma boîte de chocolat. Et il m'avoue de manière assez légère, comme un événement assez banal, qu'il avait eu des clients, des collègues au bureau et qu'il leur a offert des chocolats et qu'elle n'existe plus, cette boîte de chocolat. Et ça a été un moment marquant de mon enfance. Alors, je vois d'ici beaucoup de gens devant leur télé qui se disent « ça va, le trauma qu'il a eu, c'est pas grave, hein, il y a des enfants qui vivent la guerre ». Certes, mais ce que je veux dire par là, c'est que la promesse, la confiance... Alors, papa, si tu vois cette émission, sache que je t'en veux plus, hein, je t'ai complètement pardonné. Bon, en tout cas, vous pouvez les goûter, Gad, les chocolats, et vous pourrez même repartir avec. Puisqu'on était au comptoir, on vous a proposé de l'eau et du café. Oui.
la sobriété. On s'en dit un mot parce que on trinque plus. Vous trinquez plus Non. dans les soirées. Vous étiez ce que vous qualifiez de alcoolique asymptomatique. Alors, vous avez commencé par un mot, et je vais revenir sur l'alcool. Vous avez parlé de sobriété, et j'ai compris, en arrêtant de boire de l'alcool, j'ai compris que je visais la sobriété, mais je visais pas la sobriété physique. Je visais pas, je crois, mais ça m'a mis du temps à comprendre ça. La sobriété que je vise aujourd'hui, elle est émotionnelle, spirituelle, intellectuelle. Et je pense que ne pas ruminer des schémas, des souffrances. Voilà, par exemple, la boîte de chocolat, le gérer aujourd'hui de cette manière-là, pouvoir le décrypter, c'est le parfait exemple de la sobriété pour moi. La sobriété, c'est pas ne pas boire d'alcool, parce que ne pas boire d'alcool face à la sobriété, c'est un détail. C'est une des choses qui nous amène à la sobriété. J'y suis pas encore complètement, parce que j'ai encore des colères, j'ai encore du ressentiment parfois. J'ai encore aussi de l'impatience, de l'empressement inutile, de l'emballement inutile, de la fausse joie. Mais je cherche cette sobriété. J'essaye en tout cas de l'atteindre. Mais elle a été explorée, en tout cas cette tentative de sobriété, émotive, intellectuelle, spirituelle, par l'arrêt de l'alcool. Mais encore une fois, ça n'est pas l'arrêt de l'alcool. Parce que être sobre, c'est pas ne pas boire d'alcool. Parce que moi, je connais des amis à moi qui boivent de l'alcool et qui sont absolument dosés, équilibrés, mesurés, et qui sont pas. Mais moi, je pouvais pas. Moi, j'étais pas. J'ai pas été dans ce dosage. Et puis. J'avais une impatience, et puis j'avais à un moment donné non pas besoin de ça, je me faisais croire que j'avais besoin de ça pour être bien, je me faisais croire que j'avais besoin de ça pour être à l'aise en société, être à l'aise avec une femme dans un date, être à l'aise avec des nouveaux amis, être à l'aise dans un meeting. Et c'est un cercle vicieux parce que c'est... Et tout ça, vous en parlez sur scène. On Oui. va s'en dire évidemment plus qu'un mot dans une seconde. Je voudrais juste vous offrir quand même le cadeau qui se trouve là, à votre gauche, dans un paquet. Regardez, ouvrez-le. Alors, une autre chose, on peut parler de ça, puisqu'on est dans l'enfance, on est dans la vérité de ce que je ressens. Vous m'avez parlé de la boîte de chocolat. Il y a une chose que j'ai toujours eu du mal à faire, et je travaille dessus, c'est recevoir des cadeaux. Et je suis envahi d'un embarras incroyable quand je reçois un cadeau. Et j'ai toujours besoin soit de faire une blague, soit de... Et dans ma famille, c'est comme ça. Et je crois que ça, ne pas savoir recevoir un cadeau, c'est un manque de générosité, je trouve. C'est comme ne pas savoir recevoir un compliment, non? Ben oui, c'est de l'orgueil, en fait. Bon, alors celui-là, vous allez merci. voir, il n'est pas complètement pour vous. Il est à partager, donc ça tombe Ok. bien. Tu vois, dans ma famille, par exemple, là, tout le monde sera en train de faire le cadeau, et qu'est-ce qu'il y a dans le cadeau? Et toi, tu dis, oh, avec des conneries, c'est des draps? Non, un chapeau? Non, une batte de baseball molle? Et là, Alors, vous avez bien entendu reconnu? j'ai cru d'abord à une mouche, Ouais. et en fait, c'est un cerf-volant. C'est un cerf-volant, exactement. C'est un cerf-volant, j'ai tout de suite vu. Ouais. Alors pourquoi un cerf-volant? Donc, je n'ai pas le cerf-volant. Oh, pas mal. Bon, vous n'allez pas forcément pouvoir le tester là. Non. Mais par exemple... Pourquoi? Tiens donc. Mais par exemple, avec Élie bientôt, Élie, votre petite fille, puisque vous êtes jeune grand-père, Oui, quand vous serez sur les plages normandes, par exemple, oui. parce que il y a les routes, il y a le spectacle. Ouais. et il y Merci a- pour le cerf-volant. Bah oui, alors ça, ce sera quand vous serez en break, hein, donc c'est pas tout de suite. Ouais, ça évidemment. rentre en plus dans un break. Ouais, ça. Gad Elmaleh, cette affiche, pourquoi vous avez choisi de ne pas être dessus concrètement? Alors, parce que je trouve que c'est... franchement, j'ai pas la réponse. Je peux dire que lui-même, le titre, il a été trouvé par Roman Frécinet. J'avais envie d'envoyer un signal très clair sur le fait que c'est un spectacle de stand-up pur. Et quand je dis de stand-up pur, c'est-à-dire d'adresse au public direct, très épuré. Et le show est comme l'affiche, bien que ce soit un spectacle et un show et qu'il y ait une efficacité comique, il est dans une vérité, dans une épure, on a travaillé là-dedans. Et je crois que j'avais envie de m'éloigner, bien que toutes les affiches avec visage ne soient pas toutes désuètes ou « hey, oh, oh ». J'avais envie d'envoyer quelque chose de pur, en tout cas, sans ma tête. Peut-être que c'est très orgueilleux, en fait, puisque depuis à peu près
une minute, on parle de ma tête, qui n'est pas sur l'affiche. Est-ce que c'est pas une manière de... Vous voyez, par exemple, cette affiche, c'est pour moi la pire des images qu'un humoriste peut faire, quoi. Mais qui correspond... Vous l'avez déplu quelques années après? Non, mais il y a eu quand même, Nathalie, un moment de ma vie où j'ai validé cette affiche. Bah oui. On m'a montré et j'ai dit, je pense que c'est ça. Voilà, je pense. Et là, là, ça vous embarrasse? Non, ça m'embarrasse. Là, vous n'assumez plus? Ah non, ça m'embarrasse absolument pas parce que je pense qu'on avance parce qu'on n'est plus les mêmes. Au contraire, moi, j'assume tout à fait ça. C'est juste qu'aujourd'hui, je serais incapable et ça me fait sourire parce que c'est le monde d'avant. Cette espèce de mouvement comme ça, des mains, je sais pas, je serais incapable de faire ça. Alors aujourd'hui c'est l'épure, ce sera un peu le mot de l'émission. Oui, le minimalisme. Avec le minimalisme, exactement. Est-ce que Gad Elmaleh, sérieusement, bon, oui, très sérieusement, vous me voyez arriver de très loin avec mes gros sabots, c'est le spectacle de la maturité, Gad Elmaleh donc? Ouais. Vous aimez bien cette question? Vous aimez bien cette question? Non, mais je regarde les affiches, c'est trop marrant en fait. Bah, c'est ma préférée, celle-ci. Et le contenu, on dit les choses sans posture. On parle de tout, des petits mensonges, des petits arrangements avec soi-même, avec le quotidien, avec ce qu'on a pu dire. Oui, mais surtout, on parle aussi de ce qui dérange, mais pas qui dérange les autres, parce que pour moi, c'est un humoriste qui balance et qui dit ce qui dérange, c'est facile. Mais un humoriste qui dit ce qui le dérange, c'est plus intéressant. C'est plus... Il y a un défi là-dedans, il y a un challenge, parce qu'il faut un petit peu sortir de sa zone de confort pour aller écrire des choses qui grincent. Moi, ce qui me touche aujourd'hui, et j'étais pas capable de le faire, c'est d'aller sur des thématiques qui, moi, me dérangent, moi, qui me gênent, moi, qui me mettent pas en position de force, moi, qui me déstabilise un peu, ou alors des thématiques que je n'osais pas aborder parce que dans ce nouveau spectacle, j'aborde la thématique de l'argent. Ouais, c'est important parce qu'il y a un énorme tabou sur l'argent en France. Gagner de l'argent, et puis raconter aux gens que j'ai pas gagné d'argent ou j'ai pas d'argent, ou faire le mec qui n'a pas... C'est débile, donc j'explique ce qui se passe. Comment tu continues et tu es humain, et comment tu... Voilà. Aborder des périodes qui ont été plus difficiles pour moi, la crise du plagiat. La crise du plagiat, vous y revenez alors que... Oui. Pourquoi vous avez décidé d'y revenir? Parce qu'il fallait que ce soit vos mots, à vous? Non, parce que je pense que je l'ai évoqué dans le spectacle d'avant avec de l'orgueil et c'était pas réglé. Mais quand c'est réglé, quand t'es passé au-delà, au travers, t'as traversé les secousses, que t'as atterri, que t'es posé, t'es assis, tout est derrière, c'est tellement plus intéressant de comprendre et aussi de comprendre finalement qu'elle est même... Qu'est-ce que ça fait sur toi, quoi? Roman Frécinet, vous avez coécrit ensemble ce spectacle. Pourquoi lui? Et pourquoi cet attelage, en fait? Pourquoi cette écriture à quatre mains? Ça s'est fait assez naturellement quand j'ai commencé à aller... Il est là, écoute. Ouais, il faut qu'on parle de ses cheveux. Je pense qu'il y a voilà, c'est parce que les cheveux. Voilà, Roman, il y a quand même capillairement, c'est le plus intéressant des humoristes parce qu'il n'y a rien qui est cohérent dans sa coupe de cheveux. Quand je suis revenu des États-Unis après mon expérience de 3 ans à faire du stand-up en anglais, à aller dans les comédie clubs, à faire les talk shows qui étaient vraiment mon rêve, je suis revenu et j'étais dans les clubs. J'étais beaucoup dans les clubs, dans les comédie clubs. Aujourd'hui, en France, il y en a beaucoup. La nouvelle scène, la nouvelle génération, elle pratique le stand-up dans les clubs. On n'est plus dans une démarche où on écrit un show d'1h30 qu'on vient livrer au public, d'où l'efficacité de la nouvelle génération. Je compare souvent ça au tennis des années, je sais pas, 80 et tennis de 2024. C'est le même sport, mais ça joue plus vite, ça s'habille pas pareil. Ça appréhende différemment. C'est un sport que j'aime et que j'admire, donc je compare à ça. Et pourquoi Roman? Parce que c'est celui qui a cet alliage parfait du performeur, en un seul mot, et de l'intelligence, de la quête, de l'éveil, de la spiritualité, de la recherche. Surtout, alors ça c'est l'école québécoise qui le veut, puisqu'il est passé par Montréal, et moi aussi, c'est il faut que l'efficacité. Donc Roman pour toutes ces raisons, et puis humainement c'est un homme séduisant, intéressant,
J'aurais pu vivre avec lui, en fait. Voilà, oui, c'est ce que vous avez dit en préambule Si d'ailleurs. j'avais été, si j'avais été libre. Vous voulez vous asseoir, Gad, s'il vous plaît, dans le fauteuil derrière vous, noir et blanc? C'est dit poliment. Alors, lui-même, c'est donc ce spectacle coécrit avec Roman Fressinet. Moi, je voudrais remonter un peu l'histoire avec vous, si vous êtes d'accord. Ouais, on est pas mal. Ouais, vous voulez bien regarder une image qu'on va vous proposer dans le grand écran, au-dessus de la cheminée? Non, je préfère pas. Jamais personne n'a dit ça, non? Vous avez regardé quand même, alors? Nathalie, je regarde avec plaisir devant cette cheminée à l'éthanol. On en voit. Eh ben alors, quand vous n'êtes pas venu voir le spectacle d'Elikaku, c'est un spectacle comique, on rigole. Quand vous n'êtes pas venu voir le spectacle d'Elikaku, vous êtes bien journaliste, vous allez écrire pour quel journal? Oui, je suis journaliste. Vous avez une carte de presse sur vous? Non, je l'ai pas. Vous n'avez pas de carte de presse sur vous? Et vous essayez de truander? Allez dehors! Dehors! Carrément! Mais est-ce que vous savez le contexte de cette vidéo ou pas? Ah, vous allez me le livrer. Alors, Elikaku, d'abord, quand je le vois là, ça m'émeut parce que ça me donne une... Il y a plein de choses, ça me donne une joie immense et ça me rend triste aussi parce que j'aurais tellement aimé qu'il soit là. Il y a eu des moments dans ma vie où je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'aurais aimé lui parler, qu'est-ce que j'aurais aimé lui dire, des choses, qu'est-ce que j'aurais aimé me confier à lui. Et comment il aurait vu les choses, comment il aurait vu le stand-up, comment il aurait vu... Et en fait, Eli, je ne sais plus trop comment il m'avait été présenté, je pense par Georges Akouka, un auteur comique. Et j'avais été son poursuiteur. J'étais technicien, donc je faisais la poursuite, le projecteur qui suit les artistes. Donc. Et en fait, là, il filme son spectacle au point virgule. Ce qu'il fait là, il le fait tous les soirs. Il prend un passant, au hasard, il le chope et il le fait passer pour le journaliste qui a voulu resquiller. Ce jour-là, Gérard Pulicino fait la captation du spectacle d'Elikaku, et comme il filme le spectacle et qu'il va prendre un passant au hasard, si jamais il tombe sur un passant qui veut pas jouer le jeu ou sur quelqu'un qui, je sais pas si ça se passe mal en fait, la séquence elle est à jeter. Donc il se dit je vais prendre un comédien qui va jouer le journaliste qui est embarrassé. Donc là ce que je fais moi, c'est que je joue un mec très gêné qui a été pris dans la rue. Mais très souvent on me dit ah j'ai vu la vidéo, t'avais l'air mal à l'aise, hein. Mais non. Là, je joue un mec on me connaît pas à cette époque-là, je suis inconnu, donc les gens pensent que je suis un mec qui passait dans la rue, et je joue le mec mal à l'aise. Et je suis très fier de ce moment, et je suis très heureux de... Et vous vous êtes dit à ce moment-là, moi aussi j'ai envie d'être connu? Il y a eu un truc de cet ordre-là? Oui, parce que d'abord j'étais à une position privilégiée, poursuiteur, c'est le cas de le dire. Quoi de mieux poursuivre, observer, regarder un artiste. Mais je crois que la volonté, là, vous parlez d'être connu, elle est venue avant, parce que je pense que, très honnêtement, j'ai autant voulu être artiste que voulu être connu dans ma jeunesse. J'ai voulu être connu, j'ai voulu être regardé, j'ai voulu être aimé, admiré. Bien sûr que j'ai été inspiré par les grands artistes et j'ai voulu performer, j'ai voulu écrire, et j'ai voulu faire rire, et j'ai voulu être un acteur, un comédien, un comique, mais j'ai aussi voulu être connu, quoi. Je voulais... alors à l'époque, c'était... Être au centre de l'image. Ouais. Être même le seul sur l'affiche. La preuve, là, j'y suis plus. Parce qu'il y a eu la maturité entre-temps. C'est ça. Hein. Ouais. Donc c'est le spectacle de la maturité. Gad Elmaleh, ça c'est lui-même aujourd'hui, mais à l'époque, il y a aussi, et d'ailleurs c'est toujours d'actualité, il y a la notion du mouvement, la gestuelle, la posture, la façon de se mouvoir. Oui. Votre papa faisait du mime, entre autres, puisqu'il a fait 1000 choses. Et puis vous habitez à l'époque un immeuble de 7 étages, 2 appartements par palier. Ouais. Votre grand-mère aura passé le cap des 100 ans. Elle a plein de voisines à l'époque. Et là, la gestuelle est un peu au cœur de votre existence. Ah ouais. Là, j'ai un deal avec ma grand-mère. Je suis gamin, je suis à Casablanca. Le deal, c'est je sèche les cours, je vais chez elle l'après-midi. Je me rappelle de tout, de l'odeur, du silence, des petits fauteuils, des petites chaises en corde marocaines. Et le deal, c'est quoi? C'est je te fais rire, je fais ce qu'elle appelait la rigolade,
Et elle dit pas à mes parents que j'ai séché les cours. Et comme spectacle, je fais quoi? Il y avait 7 étages, donc 7 femmes, et je jouais toutes ces femmes. Et là, en effet, il y a la gestuelle, il y a les expressions du visage, il y a les accents. Mais ce qui faisait rire ma grand-mère aux larmes, c'est que je réinventais les histoires. Donc sa voisine, qui était une femme plutôt pudique, qui avait un foulard sur la tête, je lui faisais dire soit des horreurs, soit je lui inventais des relations extra-conjugales avec des commerçants que ma grand-mère connaissait. Donc je réinventais toute l'organisation du quartier de l'immeuble. Donc j'ai commencé à créer comme ça, j'ai commencé à faire rire comme ça. Et c'est ce qui m'a donné confiance, en fait. Et puis, vous avez eu envie d'ailleurs. Il y a eu la France, bien sûr. Et puis, vous prenez un avion, vous passez 7 heures dedans, ou quasiment. Regardez où ça vous conduit. Si vous faites un demi-tour sur votre droite, attendez que je me situe bien. Non, vers votre gauche, alors. Vous arrivez là, évidemment, changement de décor, changement de météo. C'est évidemment Montréal. Je reviendrai à Montréal. Et une date très précise, le 10 décembre 1994, un cabaret, juste pour rire, un homme aussi, un être humain assez unique, j'ai l'impression, une bonne étoile dans votre existence. Oui, Michel Azoulay, un homme qui n'a rien à voir avec le milieu du spectacle, rien à voir avec le monde du showbiz. Il vend des vêtements dans un quartier qui s'appelle Chabanel, à Montréal. C'est un homme, comme ma famille n'est pas là, j'y vais seul, moi, à Montréal. Donc les vendredis soirs, ils m'invitent pour dîner avec eux. Et c'est génial, parce que moi, ça me réchauffe le cœur. J'ai quitté le Maroc, je retrouve un petit peu les saveurs, les origines, les chants, la chaleur, quoi. Et chez eux, est-ce que c'était inconsciemment pour les remercier de m'accueillir, pour les remercier de s'occuper de moi? Je faisais le show et je me surpassais. J'inventais des choses. Je découvrais le Québec avec les décalages, d'où le nom du premier spectacle, les accents, les observations, le rapport avec l'école, les femmes, le gouvernement. Et je fais des shows, je fais des prestations de quelques minutes tous les vendredis soirs. Et un jour, cet homme me dit, il faudrait que tu fasses un spectacle parce que c'est super ce que tu fais chez moi. Je dis, oui, mais Michel, moi, je fais ça chez toi, mais c'est pas un spectacle. Il me dit, non, il faut que tu le fasses. Et je lui dis, mais non. Et il me dit, t'as pas le choix parce que j'ai réservé un théâtre. Et ça, c'est la chose la plus folle que quelqu'un ait fait pour moi. D'abord, c'est un acte d'amour, mais c'est, je pense, une manière de... C'est du mécénat, mais c'est un truc à l'ancienne, genre, t'as pas le choix, quoi. Et c'était très violent parce que j'étais heureux et en même temps j'étais contrarié parce que je me suis dit je suis pas prêt, mais j'étais obligé d'y aller. Donc le jour du spectacle, 10 décembre 94, je suis bloqué de partout, mais vraiment bloqué, j'ai le corps bloqué. Je fais le show, il y a 30 personnes, il y en a 20 de ma famille. Et il fait un truc fou. Les billets qu'il vend, il y en a peut-être 10, alors qu'il a payé la salle, alors qu'il a payé les techniciens, il prend l'argent de ses billets. Il les met dans une enveloppe et il me les donne. Et c'est la première fois que je gagne ma vie en tant qu'humoriste. Bon, alors je crois que c'est un acte qui n'existe pas dans les annales du showbiz. Hein. Alors il y a eu cette bonne étoile et 6 mois après, ça donnait ça. Le personnage du Québécois typique dans mon spectacle, qui est représenté par mon cousin, soi-disant. Oui, de quoi il a l'air, le cousin? En fait, il a de l'air de ça, on va peut-être le rencontrer. Hein, je vais vous le présenter. Hein. Alors, vous allez assister à la transformation subite. Salut, mon nom c'est Marc-André. Ma mère est québécoise de Jonquière, dans le Grand Nord. Mon père est juif marocain de Marrakech, dans le Gros Sud. Mais vous sentez qu'il y a un niveau là, que vous ne pourriez pas dépasser? Ouais. Et comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que les gens ici ne prendraient pas? Parce qu'on a l'impression on a un festival de l'humour, justement. C'est juste pour rire. Et moi très honnêtement, je vais vous dire, je me suis jusqu'à présent privé de rien dans mon spectacle, dans mes textes et tout ça. Mais... en fait, non, il ne faut pas se méprendre sur le sens des choses. Je dirais pas qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais qui peuvent être perçues des fois comme une moquerie ou tout ça, simplement la manière dont on prend les choses. Mm-hmm. Mais bon, je pense que le propre du comique, c'est de se moquer de soi-même avant tout. Et puis, c'est ce que j'essaye de faire, ce que j'essaye de montrer. On voit la cohérence, on entend la cohérence. Je parlais beaucoup mieux avant. Alors, 30 ans plus tard, retour sur site... Je me rappelle tellement pas de... Vous imaginez, Nathalie, non pas le courage, l'inconscience. C'est quoi? Est-ce que c'est de prendre une perruque, la mettre devant un gars qui te fait une interview, switcher, faire le personnage? Là c'est très émouvant de voir quelqu'un qui veut se vendre et qui veut absolument réussir quelque chose. Il y avait une détermination, une forme d'inconscience, ce qui vous a conduit 30 ans plus tard de retour sur scène pour fêter votre carrière.
Gad Elmaleh, il y a une guitare. Ouais. Alors, elle n'est pas là par hasard. Comme vous êtes musicien, j'ai bien envie, elle est accordée, hein, j'ai bien envie de vous entendre. Quelques notes, quelques accords, est-ce que Alors, vous êtes inspiré? C'est pas mon... Ah, c'est marrant, en même temps que je m'assois, je vois Sugimoto, un artiste que j'adore. Vous adorez, ouais. La guitare, c'est pas mon instrument, mais je l'ai joué dans les spectacles parce que c'est plus simple qu'un piano. Je reviendrai à Montréal dans un Boeing. Robert Charlebois. Merci Gad, bravo. Si vous aussi, dans une soirée, vous voulez qu'un ami arrête de jouer de la guitare, faites comme Nathalie. Dites merci et le prénom de la personne. J'applaudis, vous avez entendu. Gad, non, ça suffit maintenant. Non, mais ça m'a redonné envie de jouer de la guitare, il faudrait que je reprenne. Mais c'est le piano, mon instrument et ma frustration, et j'aurais voulu être jazzman. Alors, on va vers où maintenant? Alors, soit vous restez là, soit vous allez devant le miroir, et on va se faire un petit quiz de la maturité. Allez. Je ne vous dis que ça. Ce miroir? Ce miroir, exactement. À l'âge de la maturité, qu'est-ce qui nous révolte le plus? L'injustice. Qu'est-ce qui ne nous révolte plus? Qu'est-ce qui ne nous révolte plus? La connerie, la bêtise. Quel combat perdu d'avance on ne mène plus? Changer les gens. Et à l'âge de la maturité, peut-on encore faire de grosses colères? Non. Non. Non, et en tout cas, je ne juge pas ceux qui se mettent en colère, mais j'essaye, et puis non, je ne me mets pas en colère. À l'âge de la maturité, peut-on encore en vouloir à ses parents, Gad? Non. À la maturité, peut-on encore tomber amoureux comme la première fois? Ah oui, encore plus. Encore plus. On se laisse encore plus embarquer dans le vertige de l'amour, enfin, en tout cas, dans mon cas, je pense. Et enfin, à l'âge de la maturité, peut-on encore faire le clown? Oui, totalement. L'enfant intérieur, l'enfant émotionnel qui est en nous. De temps en temps, il faut le réveiller d'ailleurs. De temps en temps, il a envie de jouer. De temps en temps, il a envie de pleurer. De temps en temps, il a envie d'un câlin. De temps en temps, il a envie de faire des farces. Et moi, j'essaie d'être connecté à cet enfant qui est en moi. Merci mille fois, Gad, d'être passé par là. Merci. Le mime est en lui. Salut, Gad Elmaleh, ça s'appelle lui-même. Ah oui, il y avait la malle des déguisements aussi, on en aurait pu en parler. Je ne sais absolument pas pourquoi il y a une casquette de capitaine, mais bienvenue à bord de cette croisière de l'humour, destination rigolade. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Je voulais juste vous dire que je suis très touché parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont des clins d'œil à des moments de vie, à des aspirations, des inspirations, des connexions. Il y a des endroits, il y a des choses, je les ai vues, je les vois, et je voulais vous dire merci. Merci à vous, Gad. Vous êtes le bienvenu, vous pouvez garder la casquette, allez. Si vous prenez cette émission en cours de route et vous me voyez avec une casquette de capitaine, sachez que vous êtes sur Croisière et Rigolade, une émission qui vous est proposée par Canal+, avec Nathalie Lévy. La croisière s'amuse, j'aurais pu vous mettre le générique pour vous saluer. Salut Gad, lui-même en tournée dans toute la France, complet 1er, 2, 3 décembre, Paris, au Dôme de Paris du 28 janvier au 15 février 2025. Salut à vous, on vient vous applaudir. Évidemment, maintenant vous sortez, Gad. Vous n'allez pas me refaire la même à chaque fois. La porte en haut des marches. Décidément. Salut à vous. Ciao. Je vous embrasse.